Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Voici les titres. Au sommaire de l'actualité ce soir, la cité administrative de Calavi, un projet initié par le gouvernement pour révolutionner le secteur de l'administration publique. La télévision Maranatha Béné vous propose un reportage à cet effet. L'igname, tubercule alimentaire de première importance en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. Riche en énergie, fibres et vitamines, sa préparation peut altérer ses nutriments essentiels. À suivre dans cette édition, les conseils de la nutritionniste diététicienne Floriane Dabois. Actualité hors du Bénin, les députés français entament ce vendredi le débat sur le projet de loi de finances dans l'hémicycle. Après le rejet du texte en commission, la copie initiale du gouvernement sera examinée en première lecture. L'ancien président de la République, Boni Yaya, a tenu ce vendredi dans la matinée une rencontre avec le président de la République, Patrice Talon, au palais de la Marina. Selon le communiqué rendu public hier par l'ancien président Boni Yaya, cette rencontre fait suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle ce jeudi. Toujours selon le communiqué, il s'agit d'une rencontre convenue par les deux personnalités dans le cadre d'un dialogue direct et républicain afin d'examiner ensemble les voies de sortie de la crise actuelle. Il faut ajouter que ce jeudi, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur le recours du Parti Les Démocrates qui conteste la décision du tribunal de première instance de Cotonou ayant validé le parrainage du député Michel Sodinou, portant ainsi à 27 les fiches de parrainage du Parti Les Démocrates au lieu de 28 comptant pour l'élection présidentielle. Il faut aussi ajouter que le dossier de candidature du duo candidat du Parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle d'avril 2026 a été invalidé par la Sénat pour incomplétude du nombre de parrainages requis par le parti. Les dossiers de deux autres duos de candidats ont été également invalidés par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce jeudi. À Abomey-Calavi, un vaste chantier attire depuis plusieurs mois l'attention des habitants. Il s'agit de la future cité administrative, un projet initié par le gouvernement pour rapprocher les services publics des citoyens et désengorger l'administration centrale de Cotonou. Sur le terrain, les travaux avancent et donnent déjà forme à ce qui deviendra bientôt le nouveau cœur administratif de la commune. Reportage Némi Dera. Sur un vaste site en chantier, les engins s'activent. Les bâtiments sortent de terre modernes, spacieux et conçus pour accueillir l'ensemble des services déconcentrés de l'État. L'objectif est clair: centraliser les administrations, faciliter les démarches et offrir un cadre de travail digne aux agents publics. Toutes les directions techniques de tous les ministères vont se retrouver désormais sur ce site qui va abriter cette cité administrative. Si nous avons pu loger les ministres et avec leur cabinet de direction centrale sur 5 hectares, le poumon même des ministères, ce sont les directions techniques. Donc, le personnel est plus important au niveau des directions techniques qu'au niveau des cabinets des ministres et des directions centrales. Ce projet, à fort impact socio-économique, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la gouvernance territoriale. Nous sommes ici sur un site de 40 hectares où, en termes d'infrastructure, nous avons 16 bâtiments administratifs de type R+3. Nous avons également un pôle de restauration constitué d'un restaurant d'environ 1300 mètres carrés. Nous avons également sur ce projet un centre de conférence qui est prévu, mais également un centre médical pour les usagers de la cité. Une fois achevée, la cité administrative d'Abomey-Calavi deviendra un véritable centre névralgique où citoyens et fonctionnaires se côtoieront dans un environnement propice à l'efficacité et à la transparence. Quand on parle du social, le social est à travers tous les projets. Ce qui voudra dire que tout contribuable qui a besoin d'informations au sein d'un ministère et qu'il s'est trompé de ministère ou bien de direction, il n'aura pas à se déplacer vers un autre site avant d'aller finalement retrouver la direction concernée. Au-delà des briques et du béton, la cité administrative d'Abomey-Calavi symbolise une vision.
celle d'un Bénin qui construit ses infrastructures pour une administration plus proche, plus performante et plus moderne. On reste dans la même optique. Cotonou présente aujourd'hui un tout autre visage de l'administration publique béninoise. Longtemps éclaté à divers points de ville, plusieurs ministères sont désormais regroupés dans un même espace. La cité ministérielle, un complexe moderne qui traduit la volonté du gouvernement d'offrir à ses agents un environnement de travail digne des standards internationaux. On retrouve encore Némi Dera. Située dans le quartier administratif, la cité ministérielle se dresse comme un véritable pôle de coordination gouvernementale. Fini le temps où les ministères étaient éparpillés aux quatre coins de la ville. Désormais, tout est centralisé pour plus d'efficacité. L'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de cité, une cité ministérielle pour les cabinets des ministres, les directions centrales. Une infrastructure imposante composée de plusieurs blocs modernes dotés d'équipements numériques et de bureaux lumineux. Le tout conçu pour offrir un cadre de travail adapté aux exigences d'une administration moderne. La cité ministérielle a été dimensionnée pour accueillir au total 20 ministères. C'est 10 bâtiments de type R+5. Donc ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. À l'extérieur, l'architecture impressionne. Le bâtiment moderne et écologique associe vert béton et verdure, traduisant une volonté de concilier fonctionnalité et respect de l'environnement. Des salles de réunion équipées des dernières technologies et espaces de détente offrent aux agents un cadre de travail adapté aux exigences de performance. Construire ce genre de bâtiment, c'est pour améliorer l'image de Cotonou. Ça rend vraiment Cotonou plus propre. Avec ça, moi, j'encourage vraiment le gouvernement de continuer par construire ce genre de bâtiments un peu partout, parce que c'est notre ville, une grande ville. Donc, ça, c'est une grande économie pour que l'État puisse avoir un offre de soulagement par rapport aux diverses dépenses, aux locations, tout ça là. Quelque part, si ces ministères-là sont là et que d'autres vont à Calavi, ce serait encore bon. L'État est en train de penser à la population et aussi pour alléger la tâche aux fonctionnaires. La cité ministérielle de Cotonou n'est pas qu'un bâtiment. Elle symbolise une vision d'un Bénin moderne, organisé et tourné vers la performance. Un pas de plus dans la réforme de l'État et dans la quête d'une administration au service du citoyen. Direction l'INF à présent. Donner la parole aux femmes, c'est aussi reconnaître leur place dans la construction de la mémoire collective. C'est tout le sens du colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin qui s'est ouvert ce jeudi à Cotonou sous le thème « Voix et regard des femmes béninoises », une initiative portée par l'Institut national de la femme en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels. Était présent au lancement Némi Dera et Credo Defli. Je déclare lancer ce colloque sur voix et regard de femmes béninoises, les écrivains qui sont à l'honneur. Je vous remercie. Voilà qui vient lancer officiellement le temps du colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin. Pendant 2 jours, chercheuses, autrices, éditrices et passionnées de littérature échangent à Cotonou sur la place de la femme dans l'écriture béninoise. Au pupitre, plusieurs personnalités ont marqué l'ouverture de ces travaux. Leurs interventions ont convergé vers un même constat. La femme béninoise écrit, pense, dénonce, mais reste encore insuffisamment reconnue dans le paysage littéraire national. Le thème de ce colloque, Voix et regards des femmes béninoises, est d'une importance capitale pour notre institut. Il nous rappelle le rôle essentiel que les femmes ont toujours joué et continuent d'ailleurs de jouer dans la narration, la transmission du savoir et la construction de notre identité. Ce colloque scientifique
vise à valoriser leurs œuvres, analyser leur parcours et renforcer le rôle de l'écriture féminine. Que ce colloque contribue à une meilleure reconnaissance des auteurs d'hier et à l'émergence des talents d'aujourd'hui et de demain. La présidente de l'Institut national de la femme, dans son allocution, a rappelé la place de la femme dans la transmission du patrimoine littéraire au Bénin. La plume des femmes béninoises est diverse. Elle raconte, elle questionne, elle dénonce, elle rêve. Mais toujours, elle inscrit la voix féminine dans l'espace public. Mon objectif est de nous inviter à interroger le double combat que mènent les écrivaines, les auteurs, à savoir d'une part, utiliser l'écriture comme un outil d'émancipation et d'autre part, lutter contre leur invisibilité dans l'espace littéraire national. Je conclurai sur une note de plaidoyer qui nous invite, dans nos fonctions et compétences différentes, à poursuivre collectivement cette initiative qui relie la puissance et l'engagement de la parole et de la plume féminine aux actes de protection juridique, d'autonomisation psychologique et économique et d'exercice du leadership féminin. Au-delà des débats, ce colloque se veut un espace d'expression et de reconnaissance, un lieu où la femme béninoise affirme sa voix, célèbre son identité et revendique sa place dans le patrimoine littéraire national. Le colloque a pris fin ce vendredi après-midi. L'igname, aliment de base dans de nombreux foyers béninois, est riche en énergie, fibres et vitamines, mais sa préparation peut altérer ses nutriments essentiels. Floriane Dabois, nutritionniste diététicienne, nous explique comment cuire correctement l'igname pour en tirer le meilleur. La technique de faire cuire l'igname aujourd'hui nous fait perdre les valeurs nutritionnelles puisque la population aujourd'hui épluche d'abord l'igname avant de mettre dans de l'eau et de cuire et même ajoute du sel. L'idéal serait de ne pas éplucher, de bien laver l'igname, de les mettre dans l'eau, une petite quantité d'eau et de cuire. Et quand c'est cuit, c'est à table, on épluche et puis on mange l'igname. Là, les valeurs nutritionnelles sont conservées dans l'igname. Et si on veut juste une pincée de sel, et ça se fait à table. Nous savons que l'igname contient pas mal de minéraux et de vitamines. Et les minéraux et les vitamines en contact direct avec la chaleur s'évaporent. Donc, ce n'est plus bénéfique pour l'organisme. Le consommateur ne bénéficie plus de ça. Donc, il faudrait conserver ça. Ce qui veut dire qu'on doit laisser la peau, faire cuire avec la peau avant d'éplucher. Donc, ça s'épluche à table. Et à présent, rupture immédiate des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada. En France, le projet de loi de finances face à l'Assemblée nationale. Et au Venezuela, Washington accentue la pression militaire et Maduro dit non à la guerre des fous. Le monde en bref de ce soir porte la signature de Félicité Botton. L'Américain Donald Trump a annoncé jeudi soir la rupture immédiate des négociations commerciales avec le Canada. Sur son réseau Truth Social, il accuse Ottawa d'avoir utilisé de manière frauduleuse une publicité reprenant de faux propos de l'ancien président Ronald Reagan contre la hausse des droits de douane. La fondation Ronald Reagan a dénoncé un usage sélectif et déformé des archives de l'ancien président, affirmant examiner des recours juridiques. Donald Trump justifie sa décision en affirmant que les droits de douane sont très importants pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis. En France, les députés entament ce vendredi le débat sur le projet de loi de finances dans l'hémicycle. Après le rejet du texte en commission, c'est la version initiale du gouvernement qui sera examinée en première lecture. Une bataille d'amendements s'annonce jusqu'au vote solennel prévu le 4 novembre.
Mais sans majorité et sans recours au 49,3, la tâche du Premier ministre s'annonce périlleuse. Le gouvernement pourrait tenter quelques concessions, notamment sur la taxation des plus grandes fortunes pour espérer au moins l'abstention du Parti socialiste. Sébastien Lecornu, lui, sera présent tout au long des débats, conscient que l'avenir de son gouvernement se joue dans cette bataille budgétaire. Au Venezuela, les États-Unis vont déployer dès dimanche un bateau de guerre et un corps des marines à Trinity et Tobago, voisins du Venezuela, pour des exercices militaires conjoints, selon le gouvernement canadien. Cette annonce intervient dans un contexte de vive tension avec Caracas. Le ministre vénézuélien de la Défense a réagi en affirmant que toute opération de la CIA contre son pays échouerait. Washington a déjà déployé plusieurs navires de guerre dans les Caraïbes et revendique 9 attaques récentes dans la région qui pourraient faire au moins 37 morts. Un bombardier américain B-1B a également survolé jeudi la mer des Caraïbes au large du Venezuela, nouvelle démonstration de force face au président Nicolás Maduro. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Insta. Très bon week-end à vous par anticipation.